Hors série, les dossiers BFM Business, Cloud, entre moteurs d'innovation et défis de souveraineté. Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce hors-série BFM Business. Et oui, le cloud s'impose comme un levier incontournable dans les entreprises, mais face aux enjeux de souveraineté, de sécurité, de maîtrise des coûts, aux impacts environnementaux, comment peut-on s'en sortir? On va en parler avec nos experts aujourd'hui. 3 parties, souveraineté et données, on va parler du cloud moteur d'innovation, et puis on terminera par les enjeux environnementaux du cloud. On va démarrer avec nos 2 experts. Francis Vell, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Eurocloud, c'est une association qui regroupe pratiquement tous les acteurs du cloud aujourd'hui en France, en Europe. Avec nous également Julien Sicard. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Directeur des services digitaux d'Orange Business. Francis, je vais démarrer avec vous. La souveraineté revient en force dans les discussions. Voilà, c'était un terme qu'on employait, mais voilà, aujourd'hui ça fait vraiment partie des discussions. Et puis en fait, on se rend compte que ce que veulent les clients ne parle pas tellement de souveraineté. Ils disent cloud privé, cloud public, multi-cloud, cloud hybride. Voilà, ils veulent surtout avoir le choix. Et puis on peut même aller plus loin, dire que et dans tout ça, même le cloud privé n'est pas mort. Alors, il n'est absolument pas mort. Et peut-être puisqu'on démarre, et encore merci pour l'invitation, juste resituer un peu, peut-être sans vous assommer de chiffres, les grandes données de marché. Le cloud en France, c'est à peu près 35-38 milliards de chiffres. La moitié, c'est du service, donc on va l'exclure pour notre discussion d'aujourd'hui. L'autre partie, c'est du logiciel, qu'on appelle du SaaS, et la partie infrastructure cloud, à proprement parler, qu'on appelle du IaaS, du PaaS. Et là-dedans, ce qui est intéressant à noter, c'est que la tendance du cloud privé, puisque c'est ça la question, n'est pas morte, parce que c'est elle qui a la plus forte croissance. Alors, ce n'est qu'un tiers du volume total des à peu près 8 milliards qui restent, que j'évoquais dans les 35, et ce tiers-là a une croissance moyenne de 31% par an, ce qui est colossal, alors que le cloud dit public, on y reviendra, c'est 70%, 80%, les fameux GAFAM, a une croissance plutôt de 16%, ce qui dans l'absolu est bien. Donc, encore une fois, le cloud privé n'est pas mort, vous voyez, c'est lui qui porte la plus forte croissance. Et ce que je disais aussi, c'est que les clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le choix. Alors évidemment, il y a des enjeux de souveraineté quand on est dans la défense, dans certains secteurs très, très spécifiques. Mais pour le reste des entreprises, c'est de dire, voilà, nous, on veut pouvoir choisir être multi-cloud, cloud hybride. Absolument. Je pense que, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure, ce qui est finalement important, c'est la donnée et c'est la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est de là, avoir une approche plutôt, comme on dirait, bottom-up, et de dire quelle est la stratégie, quelle est la donnée, et de construire l'architecture qui convient. Et souvent, c'est hybride. 85% des clients veulent de l'hybride. On veut éviter de dépendre d'un seul acteur, c'est ça, Julien Sicard? Voilà, exactement. En fait, beaucoup d'entreprises ont une stratégie de multi-cloud, comme on dit. Alors, historiquement, c'était plutôt une approche pour mettre en concurrence des fournisseurs. Et aujourd'hui, la souveraineté s'est réinvitée à la table des directeurs généraux et des DSI dans toutes les entreprises. Ce qui est nouveau aussi, c'est que c'est un sujet pour toutes les entreprises, pas plus pour uniquement les grandes entreprises. Et donc, tout le monde se pose cette question de ce qu'on appelle l'hybridation du multi-cloud. Et ce qui est important, et c'est ce que disait Francis, c'est de pouvoir mettre sa donnée au bon endroit. Et c'est cette logique, de cette flexibilité finalement, de pouvoir basculer ses applications et sa donnée d'un cloud public, par exemple, à un cloud privé ou souverain. Nous, chez Orange Business, c'est ce qu'on appelle la souveraineté à la demande. Souveraineté as a service. Souveraineté as a service, la capacité vraiment à accompagner une entreprise pour passer sa donnée d'un cloud à l'autre. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec un client qui s'appelle Tribia, qui est un des leaders sur tout ce qui est logiciel pour le bâtiment. On les a accompagnés pour finalement bouger leurs données d'un cloud public vers un cloud souverain. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui revient dans l'actualité. Francis Veil, le sujet, c'est ça, c'est la donnée. C'est le cœur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, quand on est un décideur, chef d'entreprise, de se poser d'abord la question sur quelle est ma stratégie, quelle est la sensibilité de la donnée. Si la sensibilité, elle est nulle, je n'ai pas de secret industriel, le cloud public, aucun problème. Si c'est le cœur, l'asset, comme on dit, de mon entreprise, eh bien à ce moment-là, je me pose sérieusement la question de mettre ça dans un environnement, je n'utiliserai peut-être pas le terme de souverain, mais en tout cas de confiance. Et on parlera peut-être de SecNum Cloud, ces nouvelles normes qui encadrent ça. Et la réponse, c'est pour ça qu'on parlait d'hybride à l'instant, c'est que d'un côté, j'ai de la donnée qui doit être protégée dans un environnement hautement protégé, SecNum par exemple,
et de l'information moins sensible dans du cloud public, donc du multi-cloud ou du cloud hybride. Voilà. C'est la réponse. De la donnée, de l'infrastructure et tout ça en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Julien, comment justement vous accompagnez, vous, les entreprises, à bien gérer leurs données? Comme le disait Francis, avant de commencer de travailler sur le comment, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est se recentrer sur l'enjeu stratégique de l'entreprise, l'enjeu business, le contexte aussi réglementaire de cette entreprise. Et pour ça, chez Orange Business, on a des centaines de consultants qui interviennent sur tous les secteurs d'activité. Donc, il faut créer cette intimité client. Là, voilà, c'est ça, il faut bien connaître le métier de son client, mais également avoir été formé sur tous ces sujets de régulation. Donc, on a des consultants formés sur des audits de systèmes d'information qui sont capables de mettre en place des plans de continuité d'activité, des scénarios de résilience également. Donc, l'introduction, par exemple, de l'intelligence artificielle amène aussi un certain nombre de nouvelles réglementations. Donc, ça, c'est vraiment la vision et comprendre l'enjeu business. Et ensuite, on accompagne les entreprises dans leur migration vers des clouds publics ou privés en fonction justement de la criticité de l'information. Donc, on a la capacité d'accompagner ces clients. Et enfin, il y a un sujet sur l'infogérance. Certains clients souhaitent nous confier l'infogérance de leurs données, donc les choses les plus sensibles, voilà, et sur lequel tout l'enjeu, en intimité avec le client, c'est de pouvoir moderniser ces systèmes d'information. Donc ça ne s'arrête pas. Et on automatise notamment des tâches à faible valeur ajoutée. Et Francis le citait, la Secnum Cloud, qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui? Les clients le demandent? Alors, Secnum Cloud, c'est un label qui a été mis en place par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est une norme extrêmement exigeante. On est parmi les plus exigeants en Europe. Il y a à peu près 300 points de contrôle et ça assure effectivement la sécurité et le respect des lois extraterritoriales. Donc, on se protège contre ces lois extraterritoriales. Et donc, justement, chez Orange Business, cet été, on a réussi à qualifier donc, un de nos environnements dans une offre qu'on appelle Cloud Avenue Secnum, qui est hébergée dans notre data center à Grenoble. Et donc, elle vise à justement répondre à des enjeux pour les applicatifs et les données les plus sensibles d'entreprises très régulées comme la finance, la santé, mais également les collectivités territoriales. Et donc, un de nos clients, par exemple le département du Gers, nous témoignait le fait que ça simplifie pour lui tout ce qui est homologation et également la mise en production et le déploiement de tous ces services pour ses usagers. Donc, ça lui simplifie la vie. Justement, Francis, à la tête d'Eurocloud, cette association, je rappelle, qui regroupe tous les acteurs du cloud, quel regard vous portez sur alors, à la fois l'évolution géopolitique, puis surtout cet écosystème réglementaire? Alors, d'abord, ça répond à une impérieuse nécessité. Cette notion de souveraineté est nécessaire, pas que dans nos domaines du cloud et des technologies, on le voit dans plein d'autres domaines. Donc, il faut qu'on ait un certain niveau d'indépendance et en tout cas, il faut qu'on sache se protéger. C'est une évidence. Maintenant, il y a les normes françaises Secnum, il y a l'équivalent en Allemagne, il y a EUCS en Europe. Donc, il y a une nécessité de mieux, et ce n'est pas nouveau, de nous coordonner au niveau européen, de nous uniformiser au niveau européen, parce que ce n'est pas très, très lisible, ce n'est pas très facile pour des acteurs mondiaux, globaux ou à minima pan-européens. Mais en tout cas, c'est une nécessité. Les acteurs publics et ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale, ont maintenant l'obligation de passer par ces acteurs qui ont cette certification. Et puis, on a, en conclusion de cette première partie, l'essor des usages IA. On va avoir besoin de puissance dans ces offres cloud, flexibles, évolutives, sécurisées, etc. Et elles doivent également porter l'innovation. On va d'ailleurs en parler dans la deuxième partie de cette émission. Oui, alors chez Orange Business, on organise ça en 3 axes. Un axe autour de l'innovation, effectivement, de la souveraineté, de la confiance, et puis un 3e axe autour de la compétitivité. Alors, nos clients souvent nous demandent l'innovation américaine avec la souveraineté européenne et puis les prix asiatiques. Donc, c'est une équation compliquée à résoudre. Et justement, notre rôle, c'est vraiment d'optimiser un peu ce triangle pour répondre au mieux aux exigences de sécurité tout en amenant effectivement de l'innovation et en particulier autour de l'IA, puisqu'on essaie d'introduire de l'IA souveraine pour nos clients. Justement, l'IA, on va en parler dans un instant avec notre invité suivant, Igor Caron, qui est le président directeur général de Lighton, une de nos pépites dans l'IA, qui travaille d'ailleurs avec Orange Business. Francis, il nous reste à vous remercier. Et puis nous, on poursuit l'émission. Voilà, innovation, IA, cloud, c'est tout de suite dans la suite de cette émission. Hors série, les dossiers BFM Business.
De retour dans notre hors-série Cloud entre moteurs d'innovation et défis de souveraineté. On a parlé dans une première partie souveraineté et données. On va parler IA avec nos experts. Igor Caron. Bonjour Igor. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG et cofondateur de Lighton. C'est l'une de nos pépites en IA aujourd'hui en France. Et Julien Sicard, toujours avec nous, directeur de services digitaux d'Orange Business. Igor, spécialisé sur le déploiement de tous ces modèles IA auprès des entreprises. C'est vraiment ça votre rôle avec Lighton. Qu'apporte Lighton vraiment si on parle souveraineté des données? Alors, tout simplement, on apporte une plateforme souveraine pour les entreprises. On fait rentrer cette technologie dans les entreprises. Et puis, la chose qui vient tout de suite après, c'est réellement qu'à peu près 66% de ces tâches d'IA, en fait, nécessitent l'utilisation de tout ce qui est recherche de documents d'entreprise. Donc, vous mettez le pied à l'étrier à l'entreprise, Absolument. vous les accompagnez, puis après, vous dites, bon, allez, maintenant, c'est à vous de... D'une certaine manière, voilà, c'est ça. D'une certaine manière, mettez la brique technologique et à eux d'y aller. Absolument. D'une certaine manière, on a les entreprises à connecter tous ces documents à cette IA générative de façon à ce qu'eux aient une nouvelle discussion maintenant avec ces documents et de pouvoir maintenant faire en sorte qu'une grande partie des choses qui sont compliquées en ce moment dans l'entreprise, on attend toujours l'information d'un collègue, on est toujours en attente d'informations pour une raison différente et variée. Ouais. Maintenant, l'IA générative puisse aider une partie de ses collaborateurs à aller beaucoup plus vite dans l'utilisation de cette information. Et le niveau de maturité, c'est bon? Vous savez, on est vraiment dans le bon enclenchement, le bon engagement des entreprises sur ces types de projets sur lesquels vous travaillez avec Lighton? Alors absolument, parce qu'en fait, la grande découverte, c'est réellement que cette technologie d'IA générative, comme je dis souvent, c'est réellement le deuxième écran. Tout le monde, en fait, l'utilise en ce moment. Et le deuxième écran, ça peut être un téléphone, ça peut être réellement un deuxième écran. Mais la réalité, c'est que tout le monde utilise cette technologie. Et de la même façon, en fait, on s'aperçoit maintenant qu'on veut qu'elle parle aux documents d'entreprise. Et donc, c'est là où, en fait, on arrive. Mais la réalité, et on pourrait dire même que depuis 2 mois, c'est encore plus évident. Je pense qu'on pouvait trouver encore des gens il y a encore 6 ou 7 mois qui ne savaient pas ce que c'était que ces IA génératives. Mais même dans leur vie de tous les jours, ils l'utilisent. Exactement, voilà, c'est ça. Julien, sur le terrain, en termes d'adoption, de déploiement des projets IA, qu'est-ce qu'elles demandent, les entreprises? Comment vous les accompagnez? Alors, c'est ce que disait Igor, l'intelligence artificielle est vraiment partout, auprès des employés, mais auprès de toutes les directions générales. Et par contre, il y a une étude qui est sortie récemment du MIT qui démontre que 95% des entreprises qui essaient de déployer de l'intelligence artificielle n'arrivent pas à passer en production et à le déployer à l'échelle. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, on se rend compte que les entreprises qui sont accompagnées et qui prennent des solutions clés en main du marché ont 5 à 6 fois plus de chances de réussir ces déploiements. Et c'est exactement ça qu'on fait chez Orange et chez Orange Business. On a construit une solution qu'on appelle Live Intelligence, d'ailleurs en partenariat avec Lighton, on en reparlera, qui vise à justement amener une solution clé en main dans les entreprises, de manière souveraine. Et on a 2 approches pour ce déploiement. Pour toutes les entreprises de toutes les tailles, on a une approche ce qu'on appelle packagée, avec un motto qui est vraiment la simplicité. Donc une grille tarifaire très simple et une prise en main pour les DSI qui est extrêmement simple. Et donc, ça vise à toutes les entreprises. On a une approche un peu différente avec les plus grandes entreprises qui souvent ont des développements d'applications métiers et qui veulent intégrer ça dans leur système d'information. Et pour ça, on les accompagne avec des spécialistes autour de l'intelligence artificielle. Et ça se traduit comment en termes d'infrastructure cloud? Qu'est-ce qui va changer pour elles? Alors, donc, on accompagne souvent, donc je vais vous prendre l'exemple par exemple d'une grande banque française qui ont une technologie très ancienne au cœur de leur système bancaire et qui ont besoin de le transformer. Donc, on les accompagne pour le meilleur choix de LLM, ces modèles d'intelligence artificielle, qui est le plus adapté à leurs besoins. On va entraîner ces modèles-là sur nos infrastructures. Alors, on appelle ça le fine-tuning, qui est un apprentissage avec les données de l'entreprise. Et ensuite, on va les faire tourner sur nos infrastructures de manière très souveraine, parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles-là, ils concentrent tout le savoir-faire, toute l'intelligence de l'entreprise. Et donc, c'est des choses qui sont extrêmement sensibles. Alors, si on vous a réunis aussi sur ce plateau, Igor Caron de Lighton et Julien Sicard d'Orange Business, c'est que, vous l'avez dit, vous avez travaillé un peu ensemble, Lighton et Orange Business. Justement, Igor, pourriez-vous nous citer quelques cas d'usage concrets que vous avez menés, alors pas forcément qu'Orange, mais voilà, en entreprise? Alors, tout simplement, la recherche déjà d'informations. Nous pensons en fait que c'est un cas d'usage qui est sous-évalué d'une certaine manière, mais qui est réellement un gros problème pour tout le monde. Et donc, en fait, on résout déjà ce cas-là sur tous les documents de l'entreprise, que ce soit si ces documents sont chez Orange Business ou autre part. Mais la réalité de la chose, c'est de faire marcher
Et donc, on est déjà habitué à faire des vous requêtes. n'êtes pas dans la partie entraînement, vous êtes déjà dans la partie RAG. Enfin, Non. Non, La partie cas d'usage du RAG, bien sûr, et en Ouais. fait, on y travaille. Et l'autre partie que je voulais mentionner, c'est Ouais. réellement qu'on utilise une partie de l'infrastructure d'Orange Business pour entraîner une partie de ces modèles-là. Donc, D'accord. soit c'est pour faire du fine-tuning pour des clients en particulier qui ont des besoins très, très simples, mais très visés sur leur propre Mhm. personne, en fait, on va dire. Et puis, l'autre partie qui est réellement ce RAG dont on parle, qui est une autre brique une autre brique technologique qui est presque totalement différente du LLM. C'est en fait plusieurs modèles eux-mêmes qui sont eux-mêmes entraînés sur l'infrastructure de Orange Business et qui est parmi les meilleurs au monde. On est en compétition directement avec les très grands sur ce domaine en particulier. Donc, ça veut dire qu'on a des expériences de déploiement, enfin, les exigences, je reviens sur ma question sur les infrastructures cloud plus complexes, hein, du coup. Voilà, donc une infrastructure cloud, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des GPU, donc c'est l'équivalent des puces qu'on connaît dans les ordinateurs, mais qui sont vraiment dédiées à l'intelligence artificielle, qui peuvent paralléliser en fait les calculs et donc qui nécessitent une densité énergétique extrêmement importante. On en reparlera. Et ça, c'est des très très gros investissements. Et donc souvent, les entreprises se retournent vers des fournisseurs de cloud comme nous pour justement accéder à ces types de processeurs et de méthodes de calcul pour faire tourner ces algorithmes adaptés à leur contexte dans un environnement extrêmement souverain. Mhm. Et Igor, vous êtes plutôt optimiste dans l'usage de l'IA. Ça y est, le pli est pris par les entreprises. Parce qu'on parlait de cette étude MIT où les gens, il y a ce sentiment de déception parfois. Non, en fait, je pense qu'on n'a même pas la discussion de savoir si cette technologie... Ouais, de toute façon, faut y aller. Non, tout le monde l'utilise. Tout le monde, en ce moment, l'utilise sur Terre. On n'est pas en train de parler de la France, on n'est pas en train de parler de Paris. On parle de 700 millions à 1 milliard de personnes qui l'utilisent quotidiennement. Ouais. On n'est plus dans est-ce que la technologie va marcher. La grande question, c'est comment est-ce qu'on le déploie dans les entreprises de façon souveraine, de façon à ce que toutes les conversations restent dans le contrôle de ces entreprises. Et donc, réellement, c'est tout un enjeu. Alors, souveraineté, c'est un mot qui est un peu banalisé par les politiques, mais la réalité, c'est qu'on parle de discussion, on parle des intentions des entreprises qui doivent rester chez elles, sous leur contrôle, et après, d'utiliser une partie de ces discussions pour avoir de nouveaux services, de nouveaux process internes, ou voire même de nouveaux produits. Eh bien voilà, j'espère qu'on a fait ce tour autour des projets IA, de l'innovation, du cloud, avec nos deux experts. Igor Caron, merci encore d'avoir été avec nous, PDG cofondateur de Lighton, et Julien Sicard qui reste avec nous. On va aborder justement un sujet important, hein, sur les projets cloud, IA, c'est tous les enjeux environnementaux. C'est tout de suite. Hors série, les dossiers BFM Business. Voilà la troisième partie de cette émission. Si vous avez manqué la première, on a parlé souveraineté. La deuxième, on a parlé projet IA, innovation et tout ça autour du cloud. Et maintenant, nous allons parler des impacts, des enjeux environnementaux, de l'impact justement du cloud sur l'environnement. On va en parler avec nos deux experts. Emmanuel Olivier Paul, bonjour. Bonjour. Emmanuel, présidente fondatrice d'Advice, qui est un cabinet spécialisé sur les sujets RSE du numérique, de la tech, intelligence de marché et conseil opérationnel. Et puis avec nous, Julien Sicard, toujours directeur services digitaux Orange Business. Emmanuel, concernant la partie éco-responsable, l'impact du cloud est double. Hein. D'un côté, c'est un recours croissant au cloud, donc une empreinte CO2 qui augmente. Mais de l'autre, on peut aussi utiliser les ressources du cloud pour réduire les impacts environnementaux. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Il faut revenir déjà au principe même du cloud. Hein. Il repose sur l'économie de la fonctionnalité. Qui dit économie de la fonctionnalité, c'est que je vais recourir à des infrastructures, des environnements applicatifs qui sont hyper mutualisés, optimisés au maximum en termes de charge, aussi d'urbanisation en fait, du service. On fait souvent le parallèle avec, d'un côté, j'ai ma voiture dans mon garage où je prends les transports en commun, où éventuellement ma partie, la voiture, je fais du covoiturage. Quelque part, dès lors qu'on optimise au maximum, on va pouvoir réduire les impacts en fait, aussi au maximum qui y sont associés. Il y avait un parallèle à un grand client du service du secteur public en France, qui a divisé par 4, par exemple, son impact, son coût, mais parce que sur les infrastructures qu'il avait in-house au départ, donc là, il a choisi le cloud public sur certaines typologies, j'allais dire, d'environnement, il n'arrivait pas à remplir, j'allais dire, ses salles. Donc, du coup, le cloud public lui a permis de pouvoir réduire, donc aussi, par effet levier, l'impact qui est associé. Parce que l'usage, lui, va augmenter, de toute façon. Là, Alors, ça, c'est un autre point, c'est qu'en fait, le risque qu'on peut avoir, c'est que ça, on est à isopérimètre, mais si on commence
à ajouter des services complémentaires, des servitudes aussi complémentaires. C'est ce qu'on appelle aussi le paradoxe de Jevons, hein, ou l'effet rebond. Ou aussi, le risque qu'on a, c'est que à côté, on va pouvoir, on dématérialise, on a moins cette matérialité, on la ressent moins. Donc, on a tendance à utiliser plus, à aller plus, à faire aussi moins attention parce que c'est mutualisé. Donc, quelque part aussi, les coûts sous réserve de, je mets des guillemets. C'est à la demande et puis Voilà. Donc, on peut, quelque part, on va avoir un effet de levier. Mais aussi de l'autre côté, si on ne gouverne pas, si on ne pilote pas correctement, on peut induire effectivement des effets inverses de ceux escomptés sur la partie notamment environnementale. Alors justement, on va en parler avec vous. Comme beaucoup d'acteurs, Orange, alors le groupe Orange dans son ensemble a un objectif net zéro carbone pour d'ici à 2040. Et vous, côté Orange Business, quels sont les engagements que vous prenez pour vous, pour les entreprises que vous accompagnez? Alors effectivement, le groupe Orange a cet objectif net carbone à 2040. Pour Orange Business, c'est vraiment inscrit dans notre raison d'être. On est convaincu, on a une vraie conviction que en fait, le progrès technologique doit se faire au service des humains, de la planète et de la société. Donc c'est vraiment inscrit dans la raison d'être d'Orange Business. Et pour ça, en fait, on a plusieurs engagements concrets. Le premier, c'est de viser 100% de notre énergie qui sera de l'énergie renouvelable. Ça, c'est le premier. Ensuite, de travailler avec des fournisseurs qui sont engagés sur ce même parcours, et en particulier autour de l'économie circulaire. C'est extrêmement important. Ouais. C'est une des sources le fameux Scope 3 qui est le plus important. Et puis le deuxième, c'est de rentrer dans une démarche qu'on appelle d'éco-conception sur nos produits. On y reviendra, en particulier sur le cloud. Et donc, on organise cette activité, ce programme, autour de deux grands axes. Le premier, c'est de se doter d'outils en fait, pour pouvoir mesurer cet impact énergétique. C'est important, ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne sait pas progresser. Et puis le deuxième, c'est de lancer justement un grand programme de décarbonation, en particulier sur quatre grands domaines, dont le cloud. Alors justement, les bonnes pratiques pour un cloud plus éco-responsable, quelles sont-elles, Emmanuel? Oui, c'est important. On a travaillé sur le sujet, notamment au sein de l'association Eurocloud. Il y a un guide pour des bonnes pratiques pour un cloud éco-responsable. Ce qui est important, c'est que les usages augmentent, hein, notamment des usages numériques, donc aussi qui reposent sur des services du cloud. Donc du coup, l'impact du cloud a tendance à augmenter. Il a été évalué sur la partie émissions de gaz à effet de serre et notamment aussi consommation énergétique. En valeur absolue, je dis bien, sur la partie 2021-2023, à plus 18,5% pour l'ensemble du numérique. Et seuls les acteurs du cloud et data center n'arrivent pas à le maintenir ou à le comprimer ou à le réduire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose au niveau des acteurs eux-mêmes, mais aussi nous, dans nos usages. C'est pas tout. Les acteurs doivent faire la part du job, mais si nous, en tant qu'entreprise, individu, on doit aussi consommer autrement. Donc, bien sûr, derrière tout ça, il y a des bonnes pratiques, et des bonnes pratiques qui relèvent du numérique de manière générale pour allonger la durée de vie des équipements. C'est-à-dire que les opérateurs de cloud, mais aussi les DSI qui déploient des clouds privés, par exemple, chez eux, ou qui doivent se poser des questions dès lors qu'elles externalisent ces services-là auprès d'opérateurs tiers, doivent se poser des questions aussi de la durée de vie. L'optimisation, c'est-à-dire ajuster aux justes composants les serveurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser les composants nécessaires pour faire fonctionner le service. C'est aussi regarder où on va faire tourner notamment, par exemple, dans le cadre de l'IA, l'inférence au plus près pour qu'on n'ait pas une déperdition. Donc, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qu'on peut activer en fait aujourd'hui. Et surtout, il faut pouvoir les piloter ensuite. Et on revient sur l'outillage qui est important parce que sans outillage, on ne peut pas piloter cette gouvernance, la mesurer cette et en même temps la simuler et la piloter ensuite. Et alors les leviers sont lesquels, rapidement, Julien? Alors nous, on offre des services aux entreprises pour les accompagner justement pour définir une stratégie de réduction de leur empreinte carbone. Donc ça passe par des audits, des formations aussi de ces différentes entreprises. Le deuxième levier, c'est, tu l'as mentionné Emmanuel, tout ce qui est l'accompagnement autour du FinOps. On sait qu'à la demande... FinOps, GreenOps, ça, voilà, FinOps, GreenOps, exactement. Et donc, par exemple, je peux citer l'exemple d'une grande radio française qu'on a accompagnée justement dans un move vers le cloud public, hein, et sur lequel on a réussi à réduire de 70% les usages. Donc, c'est vraiment un impact. Et donc, c'est bien entendu sur la facture, mais également la facture énergétique. Donc, ces sujets-là sont extrêmement clés, en particulier dans des sujets comme le cloud public, sur lequel il y a de la consommation à la demande. Et sur l'IA, on retrouve aussi, vous cherchez aussi à réduire cet impact. Hein. Alors voilà, donc effectivement, le cloud est un sujet très consommateur. Donc, on travaille sur l'éco-conception de nos offres, en particulier autour des data centers. Donc, cette année, en 2025, on a 3200 tonnes de CO2 qu'on a réussi à optimiser par tout ce qui est rationalisation de nos data centers. Et ensuite, on travaille énormément sur l'optimisation des data centers. Il y a une mesure qu'on appelle le coefficient d'efficacité, le fameux PUE. Et on travaille pour être parmi les meilleurs du marché sur ce sujet-là. Donc, ça passe par
déjà la source d'énergie qu'on utilise, de l'énergie renouvelable, mais également toutes les techniques de réutilisation de bâtiments, de refroidissement de manière assez naturelle. Oui. Et alors, pour reprendre votre point sur l'intelligence artificielle, effectivement, les puces dont je parlais tout à l'heure, les GPU, nécessitent une densité énergétique extrêmement élevée. Et donc, on utilise des techniques qu'on appelle le direct liquid cooling. Donc, c'est du refroidissement à l'eau qui vient refroidir en fait les puces au plus près des composants électroniques. Et donc, ça c'est nécessaire parce qu'il y a une très grande densité énergétique. Et une très grande posage. Puis, j'imagine que c'est aussi qu'on fasse, nous, les utilisateurs, les bons choix, avoir les bonnes technos, utiliser les bons LLM. Emmanuel, très rapidement, tout le monde est prêt à jouer le jeu sur ces impacts environnementaux? C'est un vrai sujet, ça. Oui, je pense qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui jouent le jeu, qui sont acteurs même, très moteurs, parce que c'est aussi un sujet très fort avec l'innovation. On a parlé donc de la partie environnementale, mais les liens avec aussi la partie sociale, sociétale, tout à l'heure de la souveraineté, donc la résilience aussi, c'est un sujet qui est systémique. Donc si on ne peut pas l'apprendre, je dirais, dans toutes ces dimensions, donc il y en a qui le prennent parce qu'ils savent que demain aussi, c'est leur enjeu en termes de résilience de business et d'entreprise, et aussi lié à la performance, je pense, économique. Après, bien entendu, comme tout domaine, il y en a d'autres qui freinent, qui ne sont pas aussi transparents. Donc, c'est un vrai sujet. Moi, je rêve qu'il y ait plus de transparence. On a essayé d'apporter un peu de réponse. Un tout dernier mot, Julien, souveraineté, innovation, RSE. Voilà, on a abordé un peu les grands piliers autour des enjeux du cloud, de l'IA, de tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Oui, absolument. Et je pense que l'actualité aujourd'hui, que ce soit la géopolitique ou ce qu'on voit au niveau de la météo, montre que ces sujets sont vraiment des vrais sujets d'actualité. Et moi, vous posez la question tout à l'heure à Igor, je suis vraiment optimiste. Un chiffre, par exemple, 35% de certains RFP de nos clients sont liés à des sujets autour de l'environnement. Donc voilà, il y a une vraie prise de conscience et les choses bougent. Et donc, je suis très optimiste. Eh bien voilà, on voulait quand même parler de ce sujet-là, puisqu'il est important aussi. Merci à tous les deux, Emmanuel, Olivier Paul, présidente fondatrice d'Advice, un cabinet spécialisé sur tous ces sujets RSE et numériques. Julien Sicard, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Directeur des services digitaux Orange Business. Je vous rappelle, on a parlé souveraineté et données, on a parlé cloud IA, enfin cloud tout au long, on a parlé IA, et là on vient de parler des impacts environnementaux. Voilà, vous pouvez rattraper chacune des parties en podcast, en replay. Excellente semaine sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.